28 juin 1919, le traité marquant la fin de la guerre 14-18 est signé à Versailles. Je me suis battu pour que mon fils ne revoie jamais ça. 3 septembre 1939, 20 ans se sont à peine écoulés quand éclate la Deuxième Guerre mondiale. Pendant 8 mois, le front est assez calme à l'ouest, à tel point que les Français parlent de drôle de guerre et les Allemands de guerre assise. Peut-être, mais il n'en demeure pas moins que durant toute cette période, le seul Morbihan va mourir 1302 des siens. Et puis, brutalement, le 10 mai 1940, c'est le déchaînement de la violence totale. Panzer, Stuka et divisions d'infanterie fondent sur les Pays-Bas, la Belgique, et le nord de la France. C'est le Blitzkrieg. La guerre est claire. Un mois plus tard, le 14 juin 1940, les Allemands défilent sur les Champs-Élysées. Le 18 juin, ils sont à Rennes, Ploërmel et Pontivy. Le 21 juin, les voilà à Lorient et Kévin. L'amiral de Penfontonio décide, certes, de mener un combat d'honneur aux 5 chemins de Guidel, mais en vain. Le seul résultat en sera la mort de 6 Français et 8 Allemands. On a un peu assisté au combat des 5 chemins en 40. En 40, oui. En 40. Et puis, on avait été surpris parce que nous, étant gamins, on ne faisait pas attention. On voyait des véhicules descendre avec plein de soldats, là, tout ça. Et puis, les parents ne nous disaient rien. Et puis, finalement, mon frère et moi, on était en train de jouer. C'était le moment de rentrer le foin dans les greniers. Et puis, on a attendu les premiers coups de mitrailleuse, quoi. Hein. Alors, je disais à mon frère, mais le tonnerre fait un drôle de bruit aujourd'hui, dis donc ça. Ah oui, mais ça changeait de note. Alors, ma mère nous a fait descendre en vitesse, et puis on a fait un chargement de literie, on est parti dans les bois derrière, parce qu'on nous disait toujours, quand les Allemands vont arriver ici, ils vont mettre le feu. Ils vont mettre le feu dans les fermes, partout. Alors, surtout qu'ils avaient été attaqués là, en arrivant aux 5 chemins, parce que l'armée française a arrêté l'armée allemande là, pendant 3 heures, à peu près, quoi, hein, oui. Ça a commencé vers 9h30, les combats, et puis ça a duré jusqu'à 1h30, quoi. On a vu un avion passer, là, et puis après, il n'y a plus eu un coup de feu. Oui. Et puis après, vers 3h, on est parti les voir défiler là sur la route. Il y avait moins de divisions, il y avait moins 20-30 000 hommes. Et ça a duré presque toute la soirée, tout ça. À partir de 3h, ça... Oui, les Allemands arrivaient à Lorient. C'était le 21 juin, je crois. Oui, voilà. Oui. Alors le premier véhicule du convoi, je me rappelle toujours, c'était une moto avec un sidecar. Et puis un fusil mitrailleur devant, quoi. Les Allemands entrent à Lorient, sous l'intense fumée noire des cuves à mazout du Priatec et celle des poudrières en feu du Sac Kévin et du Matec. Ils capturent 6000 hommes, qui gagneront à pied, par le bourg de Kévin, leur camp d'internement de Ponskorf avant de prendre la direction d'Hennebont, puis d'Allemagne. Et les vainqueurs s'installent dans les écoles et les demeures bourgeoises. Leur présence est d'autant plus pesante que Lorient devient une place forte stratégique, essentielle pour la guerre sous-marine menée par l'amiral Dönitz. Les Kévenois sont aussi victimes de la construction de l'aérodrome de Kerlin-Bastard, connu aujourd'hui sous le nom de Longby. Les Allemands arrivent ici le 24 juin 1940. Mon père n'est pas là, certainement, pour les accueillir, puisqu'il est en pleine débâcle. Il est avec son régiment du côté du Gers, du côté de Auch, dans le Gers, où il restera environ 2 mois avant de pouvoir revenir à la ferme. Alors les Allemands arrivent ici, bien sûr. Au début, c'était la cavalerie. Ils avaient quelques chevaux. Et mais ensuite arrive le plus fort de la troupe, de l'ordre de 120 soldats, tous rattachés à la Kriegsmarine. Et alors ici, sur le coin de Plumeur, nous sommes sur le point le plus élevé, à savoir 45 mètres.
Et les Allemands choisissent ce lieu pour établir une batterie de DCA. Sachant que l'Orient, pour eux, allait devenir une place forte, qu'il fallait défendre à tout prix contre les bombardiers anglais et américains. Donc les Allemands choisissent ce lieu, 45 mètres environ d'altitude. Donc on sait très bien que pour voir l'ennemi arriver, il faut se mettre sur un point haut. Au Moyen-Âge, c'était les châteaux forts. 120 bons hommes rattachés, il leur fallait un chef bien sûr, et ce personnage s'appelait Erich Borchers. C'était un paysan de Cuxhaven. Il avait le grade de Oberleutnant, ce qui correspond à peu près au grade de capitaine. Donc 120 bons hommes, c'était des gens corrects dans l'ensemble. Beaucoup de paysans parmi eux, beaucoup de paysans. Qui, lorsqu'ils rencontraient des paysans bretons ou des paysans plemerois, comparaient ce qu'ils faisaient chez eux en Allemagne et ce qui se faisait ici en Bretagne. Alors, il y avait des techniciens qui s'occupaient des radars, des projecteurs, des systèmes d'écoute par le son, et en particulier des canons, puisque pour la DCA, qui dit DCA dit défense contre avion avec des canons de 105. C'était quand même un calibre assez important pour l'époque. Il y avait aussi des mitrailleuses de 20 mm contre les avions qui arrivaient en rase mode. Les gros canons, l'artillerie lourde, elle était destinée à attaquer les bombardiers qui arrivaient donc en haute altitude. Quand mon père a été démobilisé en août 1940, il a donc son but essentiel était de regagner la ferme, de retrouver sa petite femme, ses 2 filles, sa mère, et de reprendre des activités d'agriculteur. Lui, la guerre ne l'intéressait pas. Donc il arrive ici au mois d'août 1940. Ma mère va le chercher à la gare de Lorient et lui dit ces mots qui m'ont été répétés plusieurs fois: Joseph, ne t'énerve pas, les Allemands sont déjà chez nous. Donc cette promiscuité, cette cohabitation, il a fallu la vivre pendant 5 ans, puisque l'Orient a quand même eu ce triste privilège de subir 9 mois d'occupation supplémentaire de la part de l'occupant. La ferme, bien sûr, a été tout de suite réquisitionnée. La grande maison de mes parents servait de mini-commandanture en quelque sorte. Il y avait un bureau pour un officier, une infirmerie et les chambres réquisitionnées à l'étage. Mes parents étaient relégués dans une petite longère qui est attenante à cette grande maison. La cohabitation, ça n'a pas toujours été facile, comme on peut l'imaginer, surtout à la fin. Des villages sont sacrifiés. Les agriculteurs sont réquisitionnés. Et il y a aussi la peur permanente des bombardements meurtriers sur l'Orient. Mon père était réquisitionné pour les... Après les bombardements, là, il y avait des réquisitions, les charrettes, cheval, charrette. Et bonhomme, à 3 h du matin, le gars champêtre venait sonner à la porte. Dardar. Dardar, oui. Oui. J'ai assisté au bombardement de l'Orient, parce que nous préparions tous les soirs à ça. Il fallait faire le pactage tous les soirs pour avoir les vêtements, pour aller courir à l'abri. Mais un soir, nous n'avons pas réussi à atteindre l'abri, donc nous étions cachés dans la cave. Mais nous avions vu tout l'Orient illuminé, quoi. Je revois toujours des images. C'est vrai que de temps à autre, je revois tout ça, je revis tout ça. Bon, quelques jours plus tard, il a fallu quitter l'île et nous sommes allés à Lanester, où nous avions une résidence parce qu'il fallait avoir un appartement disponible pour nous recevoir. Et là, mon père m'a dit, non, il n'y a pas de risque, nous ne sommes pas à Saint-Michel. Puis juste à l'instant, il y a une bombe qui est tombée sur la maison voisine, et il y a eu 3 personnes qui ont été tuées, la maman et les 2 enfants. Le mari est resté tout seul. Puis après, nous sommes partis réfugiés à Bubry. On traversait Kernel-West,
de Carnavès, on appelait Tipol. Et le Tipol, on allait directement au Calitu. Et là, il y avait un petit étang où il y avait des cartes, évidemment. Les gamins, canapé, on y allait. Ça nous virait là tous les jours. Et voilà qu'ils passent par là, mais ils avaient miné aussi ce putain de chemin-là. Il a sauté sur une mine. Alors lui, il m'a tué sous le coup, on peut le dire. Ouais. Alors tout ça, c'est l'histoire de Kergolan. Et tout autour de chez nous, après, bon, il y avait l'arrière de la maison qui donnait sur la route de Kévan. Ils ont là, mais je ne sais pas qui c'était le cheval, ils ont lâché un cheval dans le champ qui était miné. Oh, le cheval, il a couru là-dedans, il courait d'un bord, de l'autre, il sautait pas. Il a toujours loupé les mines, sans doute. Et à nous, comme des gamins, on allait encore sortir de la maison pour aller voir qui faisait le cheval. Après un peu, c'est nous qui sautions avec, et puis, bon, non, on a eu cette chance-là. Mais tu savais qu'il y avait des mines? Ah ben oui, je savais qu'il y avait des mines. Même la route de Kéva était... la route de Kéva était minée également, et du barbelé encore en plus. J'ai vu c'était une espèce de jeep qui venait de Kerdual. Mais c'était des Allemands. Hein. Ils devaient être appelés d'urgence à Kévin. Oh, ils sont arrivés à une vive allure pour monter la côte. Ah, ils n'ont pas eu le temps. Il y avait là-haut, justement, les fameux tireurs de mitrailleuses là, qui gueulaient dessus. Achtung Minen, Achtung Minen. Ils n'ont pas sauté, mais eux, oh là là. Ah bon. Ouais. Enfin bon, c'est tout. Et toi-même, donc les mines, tu as eu l'occasion de les éprouver, quoi. Alors, les mines, je ne me rappelle pas exactement à quel jour c'était, mais je crois que c'était un mercredi ou jeudi qu'ils avaient miné le chemin, le champ. Allez, tout le monde en file indienne, puis on a traversé le champ. Et attention, vous me suivez, et puis il ne fallait pas marcher. Surtout éviter les bonnes sèches. Ah ben, on voyait bien le chemin. Alors on a évité et sauvé grâce à ça, parce que tous les gamins qu'on était, on aurait sûrement sauté sur eux. Tel est le tragique quotidien des habitants pendant 5 longues et interminables années. Avec le débarquement du 6 juin 1944, sonne l'heure de la délivrance. Mais les Alliés avancent lentement dans le bocage normand, jusqu'à la percée décisive d'Avranches le 31 juillet. L'avance des Alliés est alors rapide. Le 4 août, ils sont à Rennes, le lendemain à Vannes, et le 7 août, ils sont aux portes de notre cité. Le terrain leur avait été bien préparé par les résistants des maquis bretons. Dès la réception du fameux message codé, le chapeau de Napoléon est-il toujours à Perros-Guirec? C'était le signal du soulèvement général. Puis je dis à mon père, alors, quand mangeant le souper le soir, qui tenait la ferme toujours là, oh, il dit, dis donc, quelle nouvelle qu'on apprend. Il y a un Allemand là, de Bivière là, qui nous dit, mais dis donc, les Américains qui arrivent à Kévin demain matin. Alors nous voilà partis, avec ma tante et moi, avec nos vaches, on a peut-être une dizaine de vaches, dans le champ là-bas vers Crozamus où on fait les maisons maintenant. Alors on ramasse les pommes, on met les vaches dans le champ. Très bien, voilà qu'on voit là. On entendait du bruit, et puis il y avait un espèce de petit avion comme ça qui baladait dans l'air, vers Pont-Soif. On voit alors la famille Crène qui était partie de Saint-Éloi, de l'usine, qui avait monté une baraque pendant la guerre à côté de l'usine. Parce qu'ils ne pouvaient plus vivre chez eux. Parce qu'ils ne pouvaient plus vivre ici, ils avaient été chassés par les Allemands. Alors on voit Francis Crène, le père Crène, le N, son beau-fils, tout ça, là, 3 ou 4 qui viennent dans le champ, puis en criant sur nous, hey, Jean, les Américains! Les Américains! Alors on dit, mais c'est pas vrai quand même. Alors nous autres, on était toujours dans le champ avec nos vaches, là. On avait attaché tous nos vaches, étaient attachés. Alors on vient plus près vers l'usine, où il y a le premier grand bâtiment maintenant là. Alors il dit, mais qu'est-ce que vous racontez là?
Les Américains, ils vont arriver, ils vont arriver, ils vont arriver, ils sont là, ils sont là. Alors on va sur le bord de la route où se trouve maintenant, comment que je dirais, le Triskel 2, là, tu vois. La route, le Triskel 2, là. Oui. Sur le bord de la route, on ne voyait rien du tout. Moi, je ne voyais rien du tout. Je dis, qu'est-ce que ceci nous raconte ici? Et on entendait toujours ce bruit-là, toujours ce bruit-là. Alors, voilà qu'à la fin, on voit une voiture, c'était une Avstrac, qui arrive au virage de Crozamus. En tournant des deux côtés de la route, elle allait d'un côté droit, d'un côté gauche, tout du long comme ça, pour arriver en face de nous. Et alors leur vitre de devant était baissée, quoi. Le chauffeur avait baissé sa vitre, et il y avait un autre gars avec lui, quoi. Alors nous, on les applaudissait, et le père Fred et tout ça, bravo, les Américains. Alors l'autre, le chauffeur, nous faisait signe de se tirer de la route, de se tirer, hein, parce que ils étaient au danger, ils savaient bien où ils allaient. Hein. Alors ils ont continué comme ça. Ils ont continué jusqu'au bourg en faisant des zigzags tout le long de la route, comme ça, avec leurs mitrailleuses qui balayaient aussi toute la route. Quoi. Et c'est là, alors qu'on a vu les premiers Américains. Et un peu après, voilà que, merde, je dis, mais mes parents qui sont encore à Kévin et tout, oh, quand ils vont voir les Américains, hein, nous on les a vus quand même avant eux, mais dis donc, hein, ça c'est quelque chose. Je viens par la ligne ici, par la ligne qu'on appelait ça, la voie verte maintenant là quoi. Je viens par la voie verte en courant, je tombe sur le père Garniel qui habitait dans la maison là-bas, qui était à travailler son jardin, qui s'est fait foutre dehors aussi par les Américains, parce que l'Américain lui disait de ne pas rester sur le bord de la route. Arrivé ici, premier obus qui tombe, ah ben dis donc. Et un peu après, je continue, voilà Job Mélin qui revient du champ là, avec son cheval et sa charrette. Un autre obus qui tombe dans le coin maintenant où sont les docteurs dans le... Tu vois là où est la maison des jeunes là. Oui, oui. Là, pour aller dans la ferme. Pour aller dans la ferme. Oh, et la route de la charrette brisée en miettes. Et lui, dans la charrette, il avait tapé son cheval qui allait avec une roue. Et puis il est arrivé quand même à mettre son cheval dans la ferme. Le 7 août 1944, quand on a entendu dire que les Américains étaient arrivés à Kévin, vous pensez qu'on a tous pris nos drapeaux et nos bouquets et on est parti au coin de la rue où est le laboratoire là, attendre des Américains qui arrivaient avec leurs chars et leurs bazars là. Mais ils ne sont pas restés là longtemps, ils sont partis sur l'Orient. Ils nous disaient rentrez, 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 l'air de dire vous allez voir tout à l'heure ce qui va se passer. Et ça n'a pas loupé. Eux, ils sont revenus sur place parce qu'on ne les a pas laissés rentrer sur l'Orient non plus à l'époque. Hein. Et ils sont revenus sur Pont-Scorff et c'est là, ça a été la bagarre. Hein. La grande bagarre, là. Et le pari qu'on avait fait ce jour-là avant ça, c'était qu'on avait tué un cochon à la ferme, et on avait fait une andouille. Et ça vient l'andouille que j'ai déjà parlé de ça. Que l'andouille, on avait dit, mon père avait dit que le jour que les Américains viendront et arriveront à Kévin, on mettra l'andouille à cuire et on la mangera. Et alors on avait une tranchée en équerre comme ça, derrière là maintenant. On peut encore voir les traces d'ailleurs. Et là, il y avait toute la famille Roussin, ceux qui tenaient les magasins, la famille, comment il s'appelle, Kermard, bon, machin de Kévin avait tout occupé la tranchée, et nous, on n'avait plus de place là-dedans. On n'avait plus de place, parce que tout était pris, et ça chantait des cantiques à la Sainte Vierge et à la Vierge Marie, et puis tout ça, et puis alors, plus de place. Alors on était remué un tas de bois, il y avait un tas de fagots de bois, là, pour mettre des fagots à boucher les trous, parce que Job Garniel, celui-là était avec nous, là-dedans aussi, il avait accroché sa veste. Il avait accroché sa veste à un arbuste qui était là. Un obus qui a tombé en plein, floup, il n'avait plus de veste, tout en miettes, tous les morceaux de pillot, il n'y avait plus rien. Alors c'est là qu'on était parti mettre des
fagots de bois, et comme ça on bouchait le trou là. Et c'est là qu'à midi, là, comme midi arrive, mon père dit comme ça, mais l'andouille là-bas, hein, t'as pas été chercher l'andouille? Mais non, j'ai pas été. Alors je sais pas si c'est ma tante ou qui ça qui est venu avec nous, ou ma mère. On arrive, il n'y avait plus d'andouille, il n'y avait plus de cheminée, mais il n'y avait plus d'andouille non plus. Tout la cheminée, tout le pignon allait tout dégringoler sur l'écurie. Alors les chevaux étaient encore dans l'écurie, les vaches étaient toujours dans le champ là-bas, au fond là-bas. Ah ben dis donc, alors il n'y avait plus rien quoi. Et c'est là alors qu'on a encore vu, alors après, l'après-midi, les Allemands. En plein parmi les Américains, voilà les Allemands. On était toujours avec nos fagots pour camoufler. Qu'est-ce qu'on voit? Une douzaine d'Allemands qui arrivent, qui passent à côté de nous, ils nous disaient rien. Ils nous disaient rien. Ils étaient de patrouille, parce que les Américains étaient arrivés à Kerlétu et à la carrière Bégrugno. Ils étaient arrivés là-bas. Et ceux-ci, alors, sont venus voir, parce qu'eux étaient basés à Kerlétu, les Allemands. Et ils étaient venus voir où étaient les Américains, quoi. Alors, au lieu de passer dans la grande rue pour ne pas se faire bousiller, ils avaient passé par le petit chemin pour voir vraiment où ils étaient. Et ils nous ont rien dit. On ne peut pas dire qu'ils nous ont rien dit, ils nous ont rien dit. Même gentils comme tout. Voilà que dans le champ Mélin, que je parlais avec celui qui avait cassé ses roues de charrette, donc il n'avait plus qu'une roue. Les Américains étaient basés là, ils étaient arrêtés là. Il y avait peut-être une dizaine de voitures, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait tout là. Et celui-là lui a leur dit en breton, en français, comme, ça voulait dire venir, quoi. Alors les Américains, les Allemands non, sont venus dans la route de la gare voir qu'est-ce qu'il y avait, quoi. Ah, alors les Américains, le temps qu'ils mettent une Jeep en route, ou je sais pas quoi, moi, quel véhicule, oh, ils envoient des rafales dedans, tac, premier tué, l'officier, devant chez nous ici. Ici, mais c'est en plein, ça, en plein devant chez nous, sur la route de la gare, là. Tué, net. Et les autres ont toujours continué à cavaler, et il y a eu 3 ou 4 tués alors sur Kerzec. Là. Quand on est parti avec Dieny, parce que c'était notre chef, je vais encore te raconter une histoire, là, je vais avoir mal à la gorge. Dans l'abri à Claine, Marcel faisait partie de la Croix-Rouge aussi, comme moi. Et l'après-midi, comme ça, canarait, il y avait des obus qui tombaient partout. On courait sous les obus comme si on courait par terre là, sans rien voir. On courait sous les obus. Et arrivé alors à l'abri, Marcel qui dit « Merde, mais j'ai oublié mon casque !» Ah bon? Alors, moi j'avais mon casque avec moi. Et il habitait à Tachenonbourg, qu'on appelait ça, la maison des cochons, dans la rue de la gare. Là. Il dit « Tu viens avec moi ?» Oh, bah, si tu veux. Alors on est parti par le presbytère, par la grande rue, arrivé à côté de chez Corven, maintenant, Corven, tu vois Corven là? Oui, bien sûr, oui. Il y avait avec de la fumée dans la rue, il était peut-être à ce moment-là, moi je sais pas, 4 heures, il y avait avec de la fumée partout. On dit que c'est que ça. Alors on continue quand même, on va pour traverser la place. Oh, et là, boum, allez, voilà, 2 obus qui tombent en plein dans le haut du clocher. Avec de la fumée encore, la terre encore qui tombait du clocher. On dit c'est pas vrai. Alors il va quand même chercher son casque chez lui, qui est de la maison à pas loin là. Il met son casque, et quand on revient, il n'y avait plus de clocher. Plus de clocher, il avait tombé heureusement sur l'église de l'autre côté, dans une poussière abominable, quoi. Les Américains sont restés un moment sur la route. Et je travaillais dans le champ qui bordait la route. Quand j'ai vu ce convoi de chars, d'automitrailleuses, de jeeps,
j'ai pensé que c'était les Allemands qui se retranchaient sur l'Orient. Et puis avec un regard insistant, j'ai vu que la forme des véhicules et la couleur des peintures n'étaient pas la même que celle des Allemands. Alors j'ai réalisé tout de suite que c'était les Américains. Il y avait tellement de chars et de chenilles et puis d'automitrailleuses et de jeeps qu'on n'osait plus mettre le fumier dehors. On est resté là à attendre. De temps en temps, à travers la fenêtre, on voyait un char, une automitrailleuse ou une jeep monter sur la butte pour voir les alentours, parce que le terrain avait un carré, puis il a une montée où vous avez un joli point de vue, quoi. On est resté là, oui, je ne vais pas vous dire l'heure, parce qu'à cette époque-là, on ne portait pas la montre au poignet ni au gousset. Mais les 4-5 heures, 5-6 heures, 2 trains sont arrivés de la direction de Cap-Palais. Chacun pour savoir. Les Américains n'ont pas hésité, ils ont tiré dedans. Mais comme ces trains-là avaient des mitrailleuses à portée, ils ont tiré sur les Américains, ils ont riposté sur les Américains. Mais il n'y avait pas eu que ça. Tous les batteries allemandes de la région ont canardé la zone de Bégrugno. Ces batteries ont convergé sur Bégrugno. Et à Bégrugno, tous les bâtiments ont été transpercés de part en part. Et les 2 mêles de blé qui étaient entassés en vue du battage ont pris feu. Et nous avons vu nous mettre à être tranchés, il y avait une tranchée derrière la maison, donc en direction, orienté en direction de la voie. C'est là qu'on voyait les 2 trains stoppés. Mais aucun de nous n'a osé aller voir ce qui se passait. Les caves de l'andouillerie de M. Crène vont devenir le centre névralgique de ces jours si agités. Au moins 500 Quévenois vont y passer, accueillis, outre la famille Crène, par l'équipe de bénévoles que le docteur Jenny a su mobiliser autour de lui. On y vit, on y mange et on y dort. On y prie aussi, autour du recteur, l'abbé Le Gouguec. On y soigne les blessés rospordinois, rescapés du train d'otages, venant de Quimperlé et victimes des tirs croisés des Américains et les Allemands, le 7 août en début de soirée à Bégrugno. Mais l'andouillerie connaît aussi des événements heureux, comme la naissance d'une petite fille, que l'on va appeler Marie-Thérèse Victoire. Je suis donc née le 7 août 1944 et 70 ans après, me revoilà dans ma maternité, sur ce lieu de naissance, où je suis née dans une pièce réfrigérée de l'andouillerie. Ce que je peux dire sur la naissance, mon Dieu, j'ai pas beaucoup de souvenirs puisque je m'en rappelle pas, mais je pense que c'est un Américain qui a accouché ma mère. Voilà, et quelques jours après, le lendemain, j'ai été baptisée par l'abbé Le Gouguet. Je suis née dans cette cave qui était l'abri qu'avaient les Quévenois pendant la guerre. Et Victoire, on m'a appelée Victoire, ce sont les gens qui m'ont baptisée ainsi, les gens qui étaient réfugiés dans cette cave. Voilà, Victoire parce qu'on pensait, vu l'arrivée des Américains, que c'était la victoire enfin. Et quelques jours après, nous avons été réfugiés sur Ploué. Tous réfugiés dans les caves la cave à Crène. Voilà. L'abri à Crène, quoi. Oui. Tous les Quévenois étaient là, il y avait peut-être tous 100, 200, tout le monde était réfugié là-dedans, dans les caves, là, quoi. Et là, alors, donc, on faisait à manger comme on pouvait. Il y avait des vaches tuées dans les champs ici.
ceux de Leclange, là, qui tenaient la ferme de l'autre côté, là, avaient eu 3 ou 4 vaches de tuées. Ceux de Mélin, c'était pareil, leurs vaches étaient... Alors, les vaches tuées, il y avait 3 ou 4 là qui savaient faire à manger. René Dessert, je ne sais pas plus tout, là. Alors, on avait trouvé des chaudières quand on cuisait à manger au cochon. Et puis, alors, ils avaient tué les vaches, elles s'étaient tuées, amené des grands morceaux de vache avec eux, et ils faisaient à manger là-dedans. Et pendant 2 ou 3 jours, on a mangé là, la nourriture des vaches et tout ça. Et puis là, l'après-midi, là aussi, cet après-midi, là, quand l'Allemand a été tué et tout, là, ah ben, c'était l'histoire du train. Oui, en soirée, quoi, hein, vers 17h, 5h, 5h quelque chose. Oui. Là, le docteur Dieny, comme moi j'étais à la Croix-Rouge, et il a dit à toute la bande de la Croix-Rouge, comme il y avait un gars de Kévin qui est venu dans le groupe de gens qui étaient dans la maison à Crène, là, et il avait un œil tout à fait arraché, plus ou moins. Là, tu parles des otages transportinois. Ça, c'est ça qu'il y a à faire encore. Ouais. Donc là, tu disais, vous avez aligné les morts dans le fossé. Dans le fossé. Comme ça, on dit au moins ils seront à l'abri, mais ils étaient tous morts. Il y avait, je ne sais pas combien, 7. Alors, 9. 9. Quand on est revenu alors, au camp, quand on est revenu ici chez Crène, quoi, on dit ça au père Denis. Et puis il y avait des wagons, je dis, il y avait plein de nourriture dedans, il y avait des sacs d'haricots, des sacs de patates, il y avait tout ce qu'il fallait quoi, pour les amener à la base sous-marine. Alors il faut aller chercher ça, qui dit comme ça, il ne faut pas laisser ça. Nous, on n'avait rien que ce qu'on trouvait, les morceaux de vache et puis les morceaux de... Alors nous, la partie Jean Cariot, il est mort maintenant aussi, est venu avec moi avec une brouette par la route de Kervelenec. Puis on est venu par le bord de la route, comme ça. Oh, nom de chien, comme ça nous tirait dessus. Hein? Les Allemands étaient toujours à Kermelo, là-bas, avec leurs armes légères. Ils avaient quoi? Peut-être des fusils mitrailleurs, ou des fusils, ou des trucs comme ça. Et les Américains ne tiraient plus. Hein? Alors, nous, on monte dans le wagon aussi, chercher un sac, bien sûr, un sac d'haricots que j'avais trouvé, moi. Un sac d'haricots. Jean Cariot avait trouvé, je ne sais pas si c'était des patates ou je ne sais pas quoi. Si on n'a pas attrapé au moins 10 balles pour aller depuis le train jusqu'à Kervelenec là-bas, et puis on est arrivé quand même ici chez Crène avec notre truc là. Ils ont parti à Ploué, mais c'est Jean Kervon qui avait piqué la voiture du maire, une Oskitch, c'est pas ça, Oskitch, qui avait caché les roues de sa voiture pendant la guerre pour que les Allemands ne la piquent pas. Et Jean Kervon avait su, ou je ne sais pas comment ils avaient su, où étaient les roues, il a remis les roues, et puis il a roulé avec cette voiture-là, et un autre qui s'appelle Jean Leroy. Jean Leroy qui avait trouvé une camionnette, c'est la Cagnac ou je ne sais pas qui, et qui mettait les gens qui étaient fatigués, ou les gens malades, il faisait, je ne sais pas, 4-5 voyages à Ploué dans la journée, pour amener le plus de monde possible. Pour évacuer les gens, quoi. Oui. Ceux qui n'étaient pas partis par leurs propres moyens, quoi. Quand les Américains arrivent, justement, j'étais à peu près aux environs de Saint-Éloi, là aussi. Et puis ça cavardait déjà beaucoup. Et là, j'étais avec ma mère encore aussi, on s'est caché c'est aplati plutôt sous un petit taillis de châtaignier. Et là, on est revenu, on a laissé les bêtes là-bas, puis on est revenu à la maison. On appelait ça Tachelembourg, et comme on était, il y avait des maisons sur tout le tour, là. La maison Ulster qui avait été brûlée, et nous on était au fond, et ce petit chemin-là menait, il y avait un petit chemin qui menait de là à la route de Pensca, avec des ormeaux qui faisaient peut-être une hauteur de, je vous dis, 25 mètres. Hein. Alors, le lundi, le jour que les Américains sont arrivés, quand ça a commencé à tirer, ben les têtes des ormeaux partaient aussi, les branches partout. Ouais, partout. Et ça nous tombait même sur la tranchée. Alors on n'osait même pas sortir. Et à la fin de compte, il y a un Américain qui est arrivé là. Et comme on était dedans, et il s'est posé à l'entrée avec son fusil, son
sans fusil mitrailleur. Et il voyait les Allemands courir. Ça, je l'ai pas vu. Mais il n'est pas resté longtemps, et il est parti. On ne l'a pas revu après. Et on a revu, quand on est parti de Kévin, dans la soirée, et on a vu des Allemands tués sur la route de Roussuel, là, après la gare. Là. Il y avait un qui était même déchaussé, parce qu'on avait tiré ses bottes là, en plus. Alors, et après ça, on est arrivé au Bruxelles. Mes parents, donc, quand les Américains sont arrivés, ils m'ont amené, mon frère et moi, j'avais un jeune frère aussi, ils nous ont amenés à Pont-Scorff chez un oncle et une tante. Et eux, ils sont retournés au Bruxelles chercher quelque chose, pensant peut-être pouvoir rester. Mais là, ils ont été faits prisonniers, en fait, ils n'ont pas pu repartir. Et ils sont restés 11 jours avec eux. Et la nuit même, ils les ont fait aller sur un champ, sur la route de Kévin, en pleine nuit, avec des pelles chacun. Il y avait mon père, ma mère, mon oncle, ma tante, monsieur Fichou et un Pierre Ossalic. Et ils leur ont fait creuser des trous, donc en fait, soi-disant pour les tuer. Et finalement, il y a un Allemand, un chef, qui est arrivé là et qui a baragouiné en allemand. Et ils ont laissé les gens partir. Oui, au bout de 11 jours, ils ont réussi à partir. Parce qu'il y a un groupe d'Américains qui a fait irruption par le Scorff qui était plus bas. Et donc les Allemands ont pris peur, ils sont tous partis. Et les Américains sont restés faire un petit peu la fête avec les gens qui étaient restés là. Le jour que les Américains ont fait irruption au village là, et que les Allemands se sont carapatés, mon oncle, il y a dû avoir un bombardement ou quelque chose comme ça, parce que mon oncle était dans la tranchée. Et quand les Américains sont arrivés là, par derrière toujours, ils ont commencé, pensant qu'il y avait peut-être des Allemands dans la tranchée, sachant pas qu'il y avait des Français encore, ils ont commencé à balancer des grenades par les deux bouts. Il allait d'un bout à l'autre, il criait « Franzous, Franzous !» Et finalement, ils ont arrêté quand même, mais un peu plus, ils se faisaient tuer par les grenades américaines, en plus. Fin août, on a vécu à la grande race. Et on venait tous les jours faire des randonnées à Begognot pour chercher la nourriture pour les bêtes. Et finalement, mon père nous a rejoints. Puis on a occupé à ce moment-là la ferme Le Glaude qui était vide puisque le Glaude était parti. Beaucoup de gens de terrain étaient partis. Il ne restait plus que les bourriques. Alors les Allemands, on voyait qu'il y avait beaucoup de monde dans le village. Alors, ça les tracassait. Et un beau matin, ils nous rassemblent tous. Ils ont fait le tour des maisons, ils ont vidé toutes les maisons. Et ils nous rassemblaient dans la cour près de chez bourriques là. Ils ont compté les femmes, compté les hommes, trouvé des bouts de monde. Et alors, ils ont commencé à mettre tous les hommes de côté. Mon père était mis de côté aussi. Mais finalement, ma mère pleurant, me montrant également qu'il avait encore une petite fille. Ma soeur avait 1 an et demi. Alors là, il a été mis dans le tas des femmes. Alors on restait 5 à peu près à peu tard. Et puis alors, il y avait 3 vieux. Il y avait le père Brouic. Le père, comment il s'appelle, un Groisillon, mais je ne sais plus le nom. Là, il nous rassemble, il met à côté, puis aussitôt que c'est pareil, on voulait prendre la route de Kévin, et puis tout bon escorte. Il y avait un des Allemands qui commandait la patrouille, c'est un chef. Il dit « J'ai reçu l'ordre de vous conduire, mais je ne sais pas où je vais vous conduire, parce que j'ai rendez-vous au Lin. » Donc on va traverser Kévin. Alors vous voyez, c'est la première fois que je voyais Kévin tout brûlé.
parce que je savais que Kévin était brûlé, parce qu'il y avait une navette qui faisait entre la brasserie là, et Kévin, il y avait toujours des gens qui venaient là, à Kévin. C'est un de ces villages où je l'ai fréquenté. Tous les autres avaient pris la peau d'escampette. Alors on a pris la route de Gestel, donc on est arrivé jusqu'au Lin. Et au Lin, là, le Sergent qui connaissait bien le français, parce que tout au long du parcours, on lui parlait, quoi. Il dit, moi je suis comme vous, hein, je suis militaire, je vis aux ordres, j'ai eu l'ordre de vous conduire jusqu'ici. Et maintenant je vais prendre d'autres ports. Alors il est parti au Lin, parce que maintenant le Lin est brûlé. À ce moment-là, il y avait l'état-major qui était là. On a quelle étude d'abord. Il va chercher des ordres, et puis il revient, il dit, une demi-heure après, j'ai reçu l'ordre de vous libérer, mais de vous faire passer les lignes. On n'était pas tellement fiers, parce que si ça se passe comme le jour avant avec l'autre qui Vieni, là, ça va là. Donc on est parti, mais en longeant le bord de la route, parce qu'on les laissait pas sur le milieu. S'ils sont tués dessus, on va essayer de bondir dans les fossés, quoi. Ah non, ils sont restés nous regarder partir, tout le long, sur la route comme ça. Je vous dis, ça fait comme ça. Et quand on a franchi le virage, on ne les voyait plus. On était soulagés. On a continué à traverser Gestel, pas une âme, personne. Du 7 au 18 août, Alliés et Allemands vont s'affronter violemment à Kévin. La situation devient vite intenable pour les civils. Aussi, de façon organisée par camion depuis l'Andouillerie jusqu'à Floué, ou individuellement, et au petit bonheur la chance, les Kévenois vont quitter progressivement la commune pour des terres plus hospitalières, et en prenant juste le strict nécessaire avec eux. Je pense en effet revenir bien vite à la maison, dans les jours ou semaines qui suivront. Ils ne savent pas qu'ils s'en vont pour au moins 9 mois. Oui, on quittait le village, c'était pour aller nous réfugier. Alors moi, je me suis retrouvé à Guémené sur Scorff. Mais on partait à pied. Parce que tout le monde faisait... On n'avait pas de pneus, hein, c'était des sabots de bois. Et puis là, on avait passé par... on avait rejoint Kerguelen-Vion, tu vois où c'est? Oui. Bon, tout ça par derrière là. On a traversé la route... nationale si l'on veut, de Kévin et pour aller à le petit pont qu'il y a où c'est déjà pour essayer de Vuitton là. Kerouanek, non? Kerouanek, c'est ça. Alors passer de l'autre côté, et là ben, on a longé la voie de chemin de fer pour arriver à Kévin. Horreur. C'est là, moi j'ai vu le train avec les tués de Rospordin. Ah oui. Alors ben nous, les gamins, obligés de voir des choses qu'on aurait pu... Enfin, si ça avait été bien, on pouvait nous éviter de nous montrer ça. Bon, il n'y a pas moyen, on va à gauche, à gauche. Puis voilà, ça j'ai assisté. On est arrivé, donc après ça, à Arzano. Alors, vite un peu. Stand de Kergolan, passé par là où je te dis, et arrivé à Arzano à pied. En sabot de bois. Ben, il y avait des vaches. Ah non, on n'avait rien. Les vaches sont restées, le cochon est resté, les chiens aussi. Qu'est-ce qu'ils en ont fait eux? Ils ont dû se régaler peut-être, je ne sais pas. Alors, après d'Arzano, alors on est mais où c'est qu'on va aller maintenant? J'avais un cousin, un Pogam, qui habitait, enfin ses parents habitaient à côté de chez nous, là. Il travaillait à l'Anbiway, lui. Je ne sais pas comment il avait réussi à avoir une charrette, un trombeau que c'était, avec 2 chevaux. Puis il était venu nous chercher là, à Arzano, pour nous envoyer à Guémené. C'était abominable. Et alors, quand on a passé la nuit là, on a mangé, on est reparti sur Quimperlé. On n'a pas trouvé ni d'Allemands, ni de militaires, ni d'FFI, ni d'Américains. On dit, où se trouve la ligne? On cherchait la ligne, mais on ne trouvait pas de ligne de front. Alors,
on arrive Brémondard, parce qu'il y avait un centre de secours là. On n'avait rien, on marchait tous avec des sabots plein de paille, pieds nus. Pas de linge de rechange. On récolte chacun un morceau, moi une paire de galoches et puis un gilet. Et là, il a été assez longtemps dans des souvenirs, et puis maintenant mes filles ou ma femme ont dû le mettre. Je le gardais, je tenais beaucoup à lui, c'était le seul vêtement que j'avais de bien quand j'étais là-bas. Nous sommes peut-être restés 1 mois, peut-être là, 2 mois, pour se corcher notre temps, et après nous sommes partis à Saint-Coal, à Arzano. Nous mangions en bas et nous dormions dans le grenier. Et c'est de là que maman nous avait mis en pension à Kerneskleden. Et que nous sommes restés, je ne sais plus, moi, 1 an et demi, je ne me sais plus trop bon. Il y avait beaucoup de jeunes Kevenoises qui étaient à Kerneskleden, d'ailleurs, je crois. Ah oui, il y avait beaucoup, surtout d'enfants de paysans, déjà, premièrement. Et il y avait le Tchèque, Adrienne le Tchèque, et il y avait Anne-Marie Evin, pas Marguerite, Anne-Marie, Adrienne le Tchèque, Yvonne Evin, bon, moi, ma sœur Yvette, et puis il y avait les filles Calvar de Saint-Hermel, Germaine Couriot, aussi de Saint-Hermel, et puis il y avait de Guidel aussi. Ah oui. Eliane Krugel, même c'était une copine que j'ai pas oubliée. Eliane Krugel, et puis il y avait d'autres, hein, il y avait beaucoup. Hein. Donc c'était chez les religieuses, là. Oui, chez les religieuses de Queriado. Et la sœur Marie-Louise, qui faisait l'école là-bas, elle a fait l'école à Kerdual. Et puis c'était un grand dortoir, je me souviens. Maintenant c'était comme ça, alors la sœur Marie-Louise, son lit était là, c'était un lit de coin, et le nôtre était en face, celui d'Yvette et moi. On était dans un lit de coin aussi, toutes les deux. Ah oui, oui, nous allions nous promener au château, là, comment ça s'appelle déjà? Oh là là. Pontcallec? Pontcallec, oui. Même nous courions devant les sœurs pour prendre des pommes, pour boire de l'eau dans les ruisseaux, je me souviens. Ah non, mais c'était bien, moi je trouvais ça... Moi j'ai pas trouvé... Et vous mangez bien, c'est chouette. Ah oui, c'est marqué. La bonne... parce que nous avions un tiroir chacune. Et ma mère nous amenait du beurre. Et puis dans mon tiroir, j'avais du beurre, bien sûr. Et quand nous avions la bonne bouillie de froment, je mettais un bon morceau de beurre dans ma bouillie. Et puis le bon rôti de veau, que je me souviens aussi. Oui, nous, donc on n'est pas resté ici, puisqu'on nous disait de partir. On est parti à Rustuel. Et là, à Rustuel, on a dû passer une nuit ou deux dans une grange ou dans un truc avec les vaches, là. Et après, mes parents ont dit, oh non, non, on ne peut pas rester là, ça tire de trop. On va partir, toujours sur un guignel, quoi. Et là, alors, on a pris notre sac et nos bazars, pas grand-chose, hein. Parce qu'on est parti avec peu de choses, quand même, hein. Que c'était en août, en plus, on n'était pas bien habillés. Moi, je ris un peu parce que j'avais pris un parapluie. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais emporté un parapluie, quand même, dans mes valises. Et alors là, on est parti à pied jusqu'à Ploué. Hein. Et à Ploué, on a rencontré alors plein de Kevenois qui arrivaient. Oh, puis alors la chose qui m'a quand même beaucoup choquée, qui me choque encore, c'est que là, il y avait des soldats français qui ont tondu des jeunes filles, des Kevenoises même, dans le temps, des filles qu'on connaissait. Oh, ça, c'était pas beau. Il y a eu des choses atroces quand même. On avait loué un petit truc à la campagne, à Ploué, et puis à Guignel, où on avait de quoi coucher, et puis de quoi vivre, mais d'un chichement sûrement à l'époque. Chacun avait essayé de s'installer un peu, oui, mais il y avait quand même beaucoup qui étaient dans des salles de danse, dans des trucs qui n'étaient pas très gais. Hein. Et vos parents, quelle activité ils avaient à Guignel alors? Ah ben rien, il n'y avait rien à Guignel. C'est là que mon père n'est pas resté longtemps parce qu'il ne pouvait pas vivre sans travailler, vous savez, les hommes dans le temps. Et j'avais de la famille à Nantes. Donc il est parti rejoindre cette famille-là qu'on avait à Nantes, où il a trouvé un emploi. On est allés tous ensemble vers Cléguer, Saint-Étienne-Cléguer, Kerwazig, le village de Kerwazig. Celui-là est en Ploué.
Et qu'est-ce que faisait ta maman alors Elle travaillait dans les fermes aussi. Elle essayait de trouver un peu de travail et puis un peu de nourriture. Elle a été dirigée vers Bernay, Poncalec. Et puis là, il y avait des baraques d'Allemandes. Et il y avait beaucoup de Quévenois. On a logé là pendant... Enfin, ils ont logé là parce que moi j'étais en pension. Là, moi j'ai pas été longtemps là non plus parce que j'ai été expédié au Fawet à l'école, avec l'école Saint-Christophe. Donc quand ils sont arrivés nous rejoindre à Arzano, il a fallu aller plus loin et chercher un logement. Parce que les gens étaient bien gentils, ils nous recevaient pour quelques jours, dans les greniers, ici et là. Et donc mes parents ont réussi à trouver une maisonnette plus loin que le Fawet. Ça s'appelait le Bourjal. Et là, on a été pendant 1 an. Philomène Lemoine, alors âgée de 15 ans, résume bien dans le drame vécu par le Quévenois quand elle dit « Aujourd'hui, on voit des images terribles d'exode ici ou là dans le monde. En ex-Yougoslavie, en Irak ou ailleurs. C'est exactement ce que nous avons connu en 1944. » Au fil des jours de ce mois d'août, si rempli d'espoir et finalement si terrible, les troupes allemandes s'imposent. Le 18 août est particulièrement funeste pour la commune, puisque c'est ce jour-là que le professeur Lott et le docteur Cheney sont assassinés, et que le bourg est en flammes. La poche va se refermer sur le pays de l'Orient. Tandis que les forces allemandes comptent 26 000 hommes de la forteresse voulue par Hitler, 9 000 Français s'y trouvent bloqués, dont 200 Quévenois. Pendant la poche, il n'y avait plus rien à bouffer. Tous les gens partaient petit à petit comme ça. Pendant toute la durée de l'approche, j'ai vu des gens arriver là-bas, moi. Là-bas, où j'étais, quoi. Il y avait des gens qui étaient hébergés et ils arrivaient. Parce que ici, sur les Halles, moi j'ai vu mes parents qui ont demeuré dans la poche. On avait battu du blé au fléau la semaine qui précédait l'arrivée des Américains. Alors, ils ont vécu sur cette réserve de graines qu'on avait battue. Autrement, les meules de blé avaient été brûlées, donc on pouvait retirer ça. Les pommes de terre, ils avaient pu en tirer. Mais les Allemands arrachaient tout ce qu'il y avait, betteraves, pommes, ils ramassaient les pommes. D'après ce que m'a raconté ma soeur, mon père, ils ramassaient tout ce qu'il y avait dans les campagnes. Ils allaient loin arracher. Et mon père qui vivait à quel endroit, donc en Haute-Bégoyon, tout son matériel a disparu de sa ferme. Il était plus minable que ceux qui étaient partis, parce qu'il n'y a plus de cheptel. Avec ses 2 chevaux, il n'y a plus de vaches. Et les Allemands prenaient des vaches sans demander, ils les abattaient. Alors à Andeoué, il y avait un stock de bêtes qui attendaient leur faim. C'est comme les Allemands avaient faim, ils prenaient le stock. Alors les gens qui étaient plus proches de l'Orient arrivaient à cacher, parce qu'il y avait des charniers, dans les fermes il y avait des charniers. Ils cachaient les charniers un peu partout. Moi je vous dis ça parce que j'ai dialogué avec beaucoup de gens après, quoi. Ils mettaient les charniers dans des meules de bois, vous voyez, on faisait des meules à fagots, ils cachaient même jusque-là. Ou bien ils faisaient des trous dans la terre pour le cacher. Parce que les Allemands crevaient là-bas. Premièrement, quand la poche s'est fermée, nous on a été envahis par les Russes blancs. Ici, quoi. Nous, on a eu les Russes blancs, soi-disant qui venaient de la garnison de Pontivy, là, tout ça, quoi. Alors, à ce moment-là, ils étaient venus, il n'y avait plus moins de réussite dans le village. Il y avait les bombardements, en plus, ceux-là, ils venaient piller tout, ils étaient tout le temps bourrés, ils cherchaient l'eau de vie. Mon père les proposait du cidre, il dit non, c'est du sirop, ça qu'il disait. Au début, on avait à manger, on avait ensemencé les pommes de terre, les pommes de terre n'étaient pas arrachées encore et tout, quoi. Bon, et heureusement qu'il y avait une boulangerie Guidel, on envoyait de la farine à cuire, on avait du seigle, oui. Le café, bon, on faisait avec de l'orge ou du seigle aussi. Oh. Ouais.
la nourriture, quand elle a commencé à manquer, c'était vers la fin, quoi, parce que on a toujours à peu près mangé à notre faim, mais il n'y avait que des pommes de terre et du lard à manger, quoi. Bon, ils avaient réquisitionné le bétail. Un jour, il arrive une dizaine d'Allemands, là, et il y avait 2 en armes, et puis les autres, pas d'armes. Alors bon, il y avait un papier, et puis ordre de réquisition. Alors mon père, il avait dans les 16 vaches à l'époque. Alors il est parti 8 vaches, ils ont pris 8 vaches, hein, premier coup. Bon, pour envoyer sur l'Ambiway, quoi. Il s'est nourri de l'Ambiway après, là. Oui. Et 2 mois après, bon, ils prennent 5 ou 6. Ils nous ont laissé 4 vaches après, quoi. Alors la vache a été tuée. Alors et les Russes sont arrivés, ils ont su tout de suite, les Allemands aussi. Allez, ils ont commencé à dépouiller les morceaux comme ça. Voilà, la vache était à peine à 5 mètres devant la porte de la maison. On n'a pas eu l'idée de couper un morceau, de rien. Ils ne nous ont pas demandé si on voulait la viande. Alors les Russes, là, les cavaliers, ils avaient des chevaux avec eux. Ils coupaient des morceaux comme ça. Ils mettaient sur la selle, et puis ils allaient dessus. Et puis, hop, ils mangeaient même la viande crue, dont le sang, il commençait déjà à noircir, parce qu'elle n'avait pas saigné, la vache, elle avait été tuée comme ça, sur le coup. Les Russes ont été ici jusqu'à la fin de la guerre Ah oui. Ah oui. Oui, mais ils étaient désarmés. Ah. Les Allemands les avaient désarmés parce qu'ils n'arrivaient plus à bout d'eux. Oui. Alors là, on était tranquille. Là, ils ne nous disaient rien. J'ai jamais mangé autant de bonbons que j'ai fait pendant la poche. Les Russes nous donnaient des bonbons c'était des bonbons ronds, ça, en barre, comme ça. Mes parents disaient, il ne faut pas prendre, ils seront empoisonnés. Et ils mangeaient un devant l'autre. Motion. Ah oui. Mais bon, quand on est armé, hein, on fait ce qu'on veut. Pendant la poche, Paul Zimmermann m'a expliqué que la batterie d'ici, de Rossitten, était destinée à contrer l'attaque américaine, parce qu'il savait que les Américains étaient stationnés du côté de Guiden, et ces canons avaient cette particularité, c'est qu'ils pouvaient tirer en tir tendu. Donc, pendant la poche, pendant 9 mois de poche, M. Zimmermann m'a raconté qu'ils avaient compté environ 1000 obus américains qui sont tombés ici dans le secteur du Koskerik. Donc j'ai des photos aériennes qui font foi et qui démontrent l'intensité de ce bombardement. Alors c'était pas pour viser un objectif bien précis, c'était pour le but de la manœuvre, c'était de maintenir les Allemands dans leurs abris pour leur éviter de se servir des pièces d'artillerie. Donc les obus tombaient un peu n'importe où. Il y a eu autant de victimes civiles durant la poche que de victimes militaires. À Plumeur, il y a eu plusieurs dizaines de morts. Quand les batteries allemandes tiraient, il fallait s'attendre que... C'était comme ils s'amusaient, quoi. Hein. Oui. Mais les batteries allemandes tiraient 2 ou 3 rafales de 7-8 obus. Mais alors les Américains, ceux-là, ils envoyaient plein. Mais ils tiraient très mal, ils tiraient court tout le temps. Oui. Et ils ont tiré jusqu'au 10 mai, donc... Ah non, jusqu'au 8, hein. Jusqu'au 8. D'accord. Oui. Je crois jusqu'au 8, oui. Oui. Parce que, à la fin de la guerre, moi j'étais avec mon père quand on a su que parce qu'il y a eu 3 jours sans tir, comme ça. Ils étaient en train de négocier. D'accord. Et puis un beau jour, on entend des canons vers Kerdo qui tirent. 3 ou 4 rafales comme ça, mais c'est tiré à blanc pour voir, parce qu'on n'a pas entendu l'explosion des obus. Oh, j'ai dit à mon père, il dit, ça y est, il y a quelque chose. Et les Américains ont répondu pareil. D'accord. Et oui, c'était fini ce moment-là. Et un peu après, parce qu'il y avait un canon anti-char plus haut, là, dans un coin, qui dominait toute la vallée, là, derrière. Et le gars, il venait chercher un seau d'eau au puits. Et puis il dit à mon père, guerre finie, il y a capoute. Ouais. Le village de Penkelen a aussi connu l'horreur des viols, commis par la soldatesque, composée ici de Russes blancs,
Mais ces derniers, hélas, n'ont pas l'exclusivité de ces horreurs, puisqu'un de nos témoins nous a aussi parlé de menaces physiques que des soldats américains ont fait peser sur sa mère. Le 10 mai 1945 sonne enfin l'heure de la libération. Le 7e bataillon du 118e régiment d'infanterie, équipé d'uniformes anglais, quitte ses positions depuis Carousseau et va pouvoir entrer dans Kévin libéré. Kévin libéré, mais Kévin détruit à 85%. Le bourg comme le village du Sac-Kévin au Mourillon, en passant par le Rose ou la Trinité. Dès la libération, les premiers Kévenois rentrent chez eux où, très souvent, il ne reste plus que les murs debout. À l'intérieur, tout a été brûlé, cassé ou pillé. Et au retour, comment vous avez trouvé Ah les ben lieux au retour, moi je suis venue sur, puisqu'ils avaient gardé leur tombereau et leur cheval, à part ça, c'était tout. Donc on est revenu dans ce véhicule pour passer sur le pont Caruisseau qui avait sauté. Et il y avait juste la largeur du tombereau à passer avec le cheval, si on tombait dedans. Juste. Juste et juste. Et quand on est arrivé au village à Rustuel, dans la cour, ben, il y avait un gros trou dans la façade de la maison, d'habitation. Le blé, parce qu'il y avait le tas de moissons qui n'avaient pas été battus quand on partait, et qui s'était égrené, qui avait tout poussé, donc c'était comme dans un champ. Et là, il a fallu s'arranger un bout de cave avec des cartons pour faire un coin où se loger pendant pas mal de temps d'ailleurs. Et là, il a hésité longtemps à revenir à Kévin. Il n'avait plus envie de revenir, de voir tout ce qu'il fallait faire pour récupérer des machines, recommencer à travailler. Puis, ma foi, au bout d'un moment, quand il est venu voir Kévin comme c'était, il s'est quand même remis au boulot. Donc le retour, c'est en quelle année alors? En 45. 45. Et là, tout est détruit Tout ce qu'on a vu, là, quoi, était tout démoli, tout était détruit, la maison, il n'y en avait plus. Il a fallu d'abord commencer par faire une baraque pour pouvoir entrer dedans. Et avant de faire la baraque, il fallait chercher des planches. Ça n'a pas été simple, hein, ça c'est sûr. Et alors, quelle vision vous avez eue en arrivant ici? Là, quand j'ai vu Kergolan, j'avais déjà vu... Oh, je m'en revenais pas, quand j'ai vu tout casser comme ça. Les maisons, la maison à côté de Chanaïs où il y a eu la petite Jacqueline de Tué, tout était cassé. La maison des Pogam, les filles Pogam, elles sont parties peut-être 5 minutes avant, 10 minutes avant que la bombe est tombée à côté du puits, au Blocos. Monsieur Kermabon, il y avait une ferme en bas où était Geneviève Aurel. Ben ça avait été cassé. Et autrement, les autres maisons du bas du village n'ont pas été cassées. La maison des Palabres n'a pas été cassée, le bas du village n'a pas été cassé, où il y avait les Bellec, tout ça. La maison des Padleg, la nôtre non plus. Non, il n'y a eu que le haut du village, et puis juste à côté, plus bas que chez Anaïs. Ah, mais quand j'ai vu ça, quand je suis revenue de Kerlas-Cléden, oh, c'est pas vrai, de voir tout ça cassé, tout ça... Et parfois, le soupçon va se glisser, notamment à l'encontre des pochards. Ceux qui étaient restés étaient très mal vus. On les appelait des pochards. Il n'y avait plus tellement de contact. Et puis il y avait des gens qui venaient fouiller chez nous. Il y avait Karl Loïs, là, il y avait une femme un jour, il y avait ma soeur était là et mon père, ils pleuraient tellement ils avaient honte. On est venu fouiller pour trouver des instruments de cuisine dans la maison, des instruments oratoires. C'était douloureux. La période a été plus douloureuse après la fin de la poche qu'avant. Les fermes qui étaient derrière nous, là, 2 ou 3 villages, là, ils ont évacué. Et puis quand ils sont arrivés à la maison, quand ils sont rentrés chez eux à la fin de la guerre, ils nous ont accusés qu'on leur avait volé leurs meubles et tout. Ça c'est accusé. Hein. Ils sont même venus voir. Pour voir s'ils trouvaient leurs meubles chez nous. Et mon père disait comme ça, mais jamais j'aurais pensé ça. Quand les prisonniers allemands ont démolé les tranchées qu'ils avaient bloquées,
Ah, c'est alors que les civils, ils ont trouvé leur porte dans les armoires, des grandes armoires bretonnes, tout ça. Alors après, ils se sont excusés un peu, ils disent non, on avait pensé que c'était vous qui avez pris nos meubles. C'est pas vrai, nous, mon père n'aurait jamais osé faire ça, on avait assez de meubles. Oui. Et il y a eu un moment, c'était froid, hein. Plusieurs Quévenois signalent aussi que des pillages se sont multipliés entre le 10 mai et la fin juin. Pendant cette période où les transferts de population sont tels que tout ne peut être contrôlé. Vincent Cariou rentre aussi à Quévin. Sa mère Joséphine y a été tuée au lavoir, ainsi que Marie-Léontine de Gall le 21 mars 1945. Quand ils m'ont vu arriver, mais d'où tu viens toi, mon frère est mort. Tous les gens, mon frère est mort. Ils disent, tu sais que maman est morte? Oui, j'ai su. J'ai su en revenant de l'hôpital. Il y avait un cultivateur qui était originaire de Saint-Armel, qui me connaissait de vue, parce qu'on livrait des choux à Lorient, tout le coin au nord de Lorient, on livrait des choux. Il dit, moi je te connais de vue, il dit, mais je ne sais pas, je peux te donner un nom. Alors quand je lui dis que tu m'appelles Cario, je connais bien tes parents, qu'il me dit, et tu connais tes oncles aussi, qu'il me dit. Oui, j'avais des oncles à Carilouet, Pouillot, qui était le voisin de Saint-Armel, mais quand je lui dis qui j'étais, il me dit, monte dans la charrette, tu vas pas faire tous ces routes à pied, qu'il me dit. Alors je monte dans la charrette, puis c'est là qu'il me parle en deux points. C'est toi qui as perdu ta mère. Oui, ta mère a été tuée. C'est comme ça que je sais. Et tuée par un obus américain. On était deux au lavoir. Et l'obus est tombé en plein sur un chêne qui était au-dessus du lavoir, comme si vous avez un peu l'idée des lavoirs d'autrefois. Il y avait souvent des arbres pour faire de l'ombre. Il y avait un gros chêne qui donnait de l'ombre. Alors c'est là qu'il m'a donné la raison. Et quand je suis revenu à la maison, mes frères, mes sœurs m'ont dit, mais on n'a pas dit maman. Jo Le Porce a quant à lui la joie de retrouver son père, revenu de captivité. Tu étais seul avec ta maman, tu peux nous dire pourquoi? Bah oui, mon père étant parti à la guerre, fait prisonnier après, et il n'est revenu qu'en 1945. Ton père était prisonnier où alors? À côté de Leipzig, oui. Ouais. Stalag, je ne sais pas combien il est. Dans une ferme? Oui, il était dans une ferme, oui. Et tu te souviens le jour de son retour? Ah non. Il est venu me voir vraiment au Fawet, c'est là-bas, mais... Et j'ai eu un oncle qui est venu quelques jours avant lui, et du coup, je ne sais plus... Maintenant, j'avais 5 ans quand il est parti, alors je ne sais plus qui était qui. Et, après, ça rétablit, mais... Oui, bien sûr. On n'est pas toujours... on ne se rappelle pas tout non plus. Je sais que si tu vois Sainte-Barbe au Fawet, bon, en montant, alors, on était sur la porte ou en face du grand portail, et on voyait monter. Ils venaient de Bernay à pied. Bro. La captivité, c'est au tour des Allemands de la connaître. 10 000 d'entre eux resteront sur la base de l'Andioué et procéderont au déminage ou à des tâches moins risquées, comme le déblaiement des ruines et les travaux des champs, ceux de 1945 à 1948. Quand la guerre est finie, peut-être 3 semaines après, on a eu des prisonniers allemands on nous donnait des prisonniers allemands pour boucher les tranchées, défaire les tranchées. Mon père, il a eu une vingtaine, peut-être pas 20, mais entre 15, une quinzaine toujours. On les nourrissait, on a vu les prisonniers allemands. Il y avait un dans le village qui était très sympa, très travailleur, le type était content de lui, mais très content. Vous n'avez pas eu, vous, quoi Non, mon père n'a pas eu, non. On faisait la bonne année ensemble, là. Il venait avec nous, dans toutes les maisons. Il faisait oui. Il commençait un peu à parler français, comme ça, mais c'est bien. Il s'appelait Karl, je m'en rappelle toujours.
Peu de temps après ma naissance, enfin une année certainement, vu que mon père était militaire, nous sommes partis en Allemagne pendant 7 ans, où mes parents ont eu, et moi-même, quand même quelques souvenirs d'Allemands qui étaient vraiment super. Oui, et bien sûr pour les militaires, quand on arrivait en Allemagne, on logeait. Et tout était... Mon père, je l'avoue, il était infirmier. Et donc tout se passait dans un hôpital et les maisons alentours étaient réservées pour les militaires. Et je me rappelle de l'histoire que nous racontaient nos parents, que la propriétaire à qui on avait réquisitionné cette maison pour nous, et nous avait demandé d'où on venait. Donc quand on lui a dit qu'on venait de Lorient, elle s'est mise à pleurer parce que son fils était mort à Lorient. On avait à ce moment-là le droit d'avoir des hommes, parce qu'il y avait des prisonniers allemands qui étaient à l'école ici. Et on avait le droit d'avoir des Allemands pour nous aider. Et on prenait quelquefois 3, 4, 5. Et on donnait à manger, ils étaient contents d'avoir à manger parce qu'ils n'en avaient pas trop là. Alors, même le dimanche, ils venaient. Alors, ils nous ont montés, ils nous ont donné la main et tout. Et ça a duré un bon petit moment, hein, d'ici qu'on s'est remis en route. Et il y avait tellement de saleté partout. Mais rien n'était debout chez nous, tout était brûlé. Tout. Oui, effectivement. Ouais, nous avons eu pendant un certain temps des ouvriers, ils étaient 4 ou 5 Allemands prisonniers, qui étaient très bien d'ailleurs, très polis, très gentils. Il y avait surtout un père de famille qui venait, il nous avait fait, il était charpentier de métier. On avait réussi à comprendre ça. Et il nous avait fait un cheval de bois, mon frère et moi. À l'époque, vous savez, les jouets, il n'y en avait pas, il était grand le cheval. Et un cheval à bascule. Et il venait, quand il pouvait, il venait, s'il voyait que parce que papa avait été dans le maquis, il n'était pas très gentil avec des Allemands, il faut reconnaître. Enfin, il en avait bavé aussi. Mais il venait nous montrer les photos de ses enfants. Lui aussi était pressé de les revoir. La guerre est finie. Les années passent et les préjugés, comme l'hostilité entre nos deux peuples, vont progressivement s'estomper dans le contexte de la guerre froide et sur les chemins de la construction européenne. Et tout ceci a sans doute encouragé les belligérants d'hier à se retrouver. Les années passent, disons une trentaine d'années, et un beau matin ou un midi de 1979, que voyons-nous arriver dans la cour de la ferme une voiture immatriculée en Allemagne. À son bord, un couple de personnes d'un certain âge, et c'était donc M. Günther Horn qui habitait Hambourg et qui venait avec sa femme nous rendre visite, voir ce qu'étaient devenus les lieux où il avait habité ou occupé pendant 5 ans. Donc mes parents qui étaient à l'époque étaient vivants, mon père en particulier l'a accueilli correctement. Pourtant il aurait pu lui dire on ne veut pas vous voir, on a suffisamment souffert à cause de vous, donc je ne veux pas vous voir, partez. Mais mon père a eu le raisonnement inverse, sans doute dans un but d'amitié et de réconciliation. Et mon père l'a accueilli correctement. Ce monsieur a passé 2 ou 3 heures ici, il est allé se promener dans la batterie, là où il exerçait son rôle pendant la guerre, et il est rentré chez lui. Quelques jours après, nous avons reçu une lettre immatriculée, enfin une lettre d'Allemagne, dans laquelle il s'exprimait en anglais, mais dans laquelle il nous remerciait de notre accueil. Et dans cette lettre, il y avait quelques photos qu'il avait prises ici chez nous pendant la guerre. Et ces photos, elles sont affichées ici maintenant. Donc il y a tout l'effectif complet de la batterie, photographié en novembre 1943. Alors, on retrouve ici le commandant Borchers, qui lui était donc un paysan de Cuxhaven, qui a commandé cette batterie jusqu'en 1945, jusqu'à la capitulation.
Il a été emmené comme prisonnier dans un camp dans les Côtes d'Armor du côté de Erquy. Ensuite, on a eu la visite de Hermann Vogel, qui lui était infirmier. Il est venu 2 ou 3 fois ici, chaque fois il emmenait un de ses enfants à qui il a fait apprendre le français pour qu'il n'y ait plus jamais la guerre entre la France et l'Allemagne. Ce monsieur, donc on voit ici qu'il est en uniforme de la Kriegsmarine. Là, ici, il est prisonnier de guerre. On voit les lettres P, G sur son pantalon. Il est prisonnier de guerre apparemment dans le secteur de l'Orient. Hermann Vogel, comment dire, il m'avait offert une petite enveloppe sur laquelle on voit ici le portrait d'Adenauer. Et c'est une lettre commémorative du traité de paix franco-allemand de 1963. Et ce monsieur m'a raconté que quand il avait constaté que De Gaulle et Adenauer s'étaient serré la main, il en avait pleuré. Parce que pour lui, c'était la fin d'une triste période et de la réconciliation franco-allemande. Chose particulière, c'est que, vous savez, dans tous les régiments, il y a des fanfares, des cliques avec des musiciens pour faire des parades ou des défilés. Et donc en 1980, je sais plus trop, dans les années 85 aussi, on a eu la visite d'un monsieur Éric Bacher, qui était aussi dans cette batterie et qui avait rassemblé quelques hommes de cette batterie, les musiciens, et un jour ils ont donné un concert devant la maison de mes parents, la maison actuelle. Alors le plus extraordinaire, c'est quand même monsieur Zimmermann, qui lui m'avait contacté en 1994. En 2006, donc j'étais entré en contact avec lui et je l'avais invité à venir me rendre visite. Donc, il a eu des problèmes de santé, donc il avait retardé un peu son voyage en Bretagne, mais en 2006, il a quand même accepté mon invitation et il est venu me rendre visite avec sa femme, Martha. Donc vous imaginez la surprise de cet homme de redécouvrir le blochaus, le bunker, parce que les Allemands, ils appellent leur logement les bunkers. Vous imaginez la surprise pour cet homme de découvrir l'état de conservation du local dans lequel nous sommes actuellement. Et ce monsieur, donc, il m'a raconté plein d'anecdotes. Il faut préciser qu'il est arrivé ici en 1941, il avait 20 ans, et il a passé toute la guerre, puis quelques 11 mois comme prisonnier. Et il a été libéré parce que il avait quand même rendu service au FFI, aux résistants à la fin de la guerre, il était responsable du parc automobile des FFI du secteur de Plumeur. Il avait des connaissances, des compétences de mécanicien qu'il avait mis en pratique ici pendant la guerre en tant que responsable du groupe électrogène. Ce monsieur, je lui ai rendu visite avec Myriam quelques mois avant sa mort, en 2011, et il est décédé en janvier 2012. Et en 2011, j'ai rendu visite à Paul Zimmermann avec Myriam, ma femme, et donc j'ai rencontré son voisin qui s'appelle Wilhelm Kreft, qui n'a pas connu la guerre puisqu'il est né en 1940. Et ce monsieur, Wilhelm Kreft, aidait Paul Zimmermann à faire son jardin, à tondre sa pelouse, donc ils étaient très liés d'amitié. Et depuis que Paul Zimmermann est décédé, Wilhelm Kreft est venu me rendre 2 fois visite. Et Wilhelm Kreft m'a dit ces paroles suivantes: maintenant que Paul est mort, je suis ton ami. Donc l'amitié franco-allemande continue et perdure. Les Français se rendent aussi en Allemagne, sur les lieux de captivité de leur père. Ainsi, nos amis vendéens, dont le père vivait prisonnier à Péronne et travaille dès lors dans une ferme de la commune d'Altenkunstadt, commune aujourd'hui jumelée avec Kevin. Oui, c'est un peu compliqué. C'est ça, hein, il n'arrive pas de... Voilà, ouais. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, quand ils ont quitté la maison le soir, qu'ils sont partis. Je ne sais pas si tu te souviens de cet épisode. Mais alors, c'est un truc, moi, qui m'est resté marqué, puis je l'emporterai en terre. Ouais. L'épouse du patron, elle lui a mis la main sur l'épaule à notre père, parce qu'elle parlait un peu le français, et elle lui a dit: vous, Pierre, bon ouvrier, quand vous vouliez. Ah, c'était quoi? Alors ça, je ne sais pas pourquoi, c'est resté gravé, ça. Après, malgré tout, il n'y a pas eu beaucoup il n'y a plus de relations et tout. De contact. Vous avez fait. C'est quand notre mère est rentrée en maison de retraite que je me suis amusé à chercher tout ce qu'on pouvait trouver comme photos anciennes et tout de la maison. Et j'ai trouvé les photos j'ai pas trouvé les photos d'Allemagne, j'ai trouvé tous ces papiers militaires à notre père.
le lieu où il a été prisonnier, on a tout ici. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue de rechercher, quoi. Et de reprendre contact, quoi. Ben oui, de reprendre contact, parce que nous, on n'y est pour rien, ce qui s'est passé. Bien sûr. Ah oui, parce que de toute façon, après, lorsque vous y êtes allé, ça s'est hyper bien passé, Oh quoi. là Je là, veux dire, on a été reçus à bras ouverts, là-bas. Et en fait, Les liens n'ont cessé de se renforcer entre nos deux pays, avec des périodes de tension, certes, mais également des temps forts, comme le fut la rencontre de François Mitterrand avec le chancelier Helmut Kohl. Et les liens se concrétisent aussi au niveau local. Bonjour, je m'appelle Anne-Marie Audrin, je suis la présidente du comité de jumelage de Kévin avec l'Allemagne. Comment je suis venue m'intéresser à l'Allemagne? Mon mari a travaillé chez le vice-consul d'Allemagne, M. Aurel, qui a créé l'association franco-allemande du Morbihan. L'association franco-allemande du Morbihan, qui a commencé sur l'Orient, est partie à Hennebont. Nous avons créé le comité de jumelage avec Hennebont. Un comité de jumelage s'étant créé, la femme n'avait plus sa raison d'être à Hennebont. Nous sommes venus à Kévin. Nous avons commencé par des cours d'allemand. En 2002, nous avons commencé des échanges avec l'Allemagne, qui nous a emmenés à la première signature du jumelage.